Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce premier focus technique dans le cadre du club des partenaires d'Anity. Alors c'est quoi un focus technique? En fait, il y a déjà beaucoup de résultats qui sont produits par l'Institut, des résultats très intéressants, des codes, des librairies en fait qui sont directement utilisables. Et donc c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui. Donc c'est une session sur la computer vision avec des outils avancés de computer vision. Je laisserai Thomas et Sabine qui vous présenteront ces éléments-là se présenter. Je vous invite à en tirer le meilleur parti. Je rappelle que ça s'adresse à des spécialistes sur le computer vision. Donc, bon, on espère que chacun d'entre vous a voilà, les connaissances adéquates pour en tirer le meilleur parti. En tout cas, je vous souhaite un excellent focus technique. Thomas et Sabine, à vous la parole. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Ok, parfait. Alors, bonjour, je m'appelle Thomas Serre. J'ai auprès de moi Sabine Muslek, qui vient de finir son stage de master à l'intérieur d'Anity, enfin, dans notre chaire, et qui est sur le point de débuter sa thèse dans la chaire. Et donc, comme elle est devenue notre experte locale des circuits que je vais vous présenter, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de la voir pour piloter un peu tout ça. Donc, je fais partie d'une chaire internationale à Anity. Je suis prof à l'université de Brown à Providence. Alors, peut-être je vais m'excuser avant de commencer. Ça fait une vingtaine d'années que je suis aux États-Unis et j'ai très peu l'habitude de m'exprimer, en tous les cas de parler de vision par ordinateur en français. Donc, je risque de faire pas mal de franglais et pas mal de yaourt. Donc, je m'excuse d'avance. C'est un peu un des avantages d'être à Anity, au-delà de l'aspect scientifique, c'est que ça me force un peu de parler français. Donc voilà, donc on va vous parler avec Sabine des travaux, enfin très rapidement des travaux qu'on fait dans notre chaire. Et l'idée, c'est vraiment surtout d'introduire de manière assez superficielle ces travaux, de façon à ce qu'on puisse au moins vous donner des pointeurs vers le code qu'on est en train de distribuer. Donc, en général, on essaie de rendre public tout le code qu'on produit. Donc, dès qu'on publie un papier, dès qu'on publie une nouvelle architecture de vision par ordinateur, on publie le code et donc on va essayer de vous faire quelques démos et de mettre en avant des use cases de ces architectures pour la vision par ordinateur. J'ai une fenêtre qui m'embête un peu là. Ok, donc bon, il est assez clair qu'à l'heure actuelle, l'état de l'art en vision par ordinateur, c'est des réseaux de neurones profonds. Et ce qui est intéressant avec ces réseaux de neurones profonds, c'est qu'au départ, ils étaient inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Alors, sans rentrer dans les détails de la neuroscience, le cerveau humain s'organise en une série, une hiérarchie d'aires visuelles. Et donc, à l'intérieur de ces aires visuelles, il y a des process qui ont lieu. Donc, ces process sont assez bien modélisés par une architecture du type Convolutional Neural Network. Donc, c'est des architectures qui sont feed-forward, c'est-à-dire que le flow de l'information va aller, par exemple, d'une image qu'on va leur donner en entrée, et puis l'information va être processée par une série de couches jusqu'à la couche finale qui va délivrer une solution. Donc, par exemple, pour de la catégorisation d'image, ça va être un label de classification. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si la motivation originelle pour les Convolutional Neural Networks, c'était vraiment la neuroscience, il s'avère qu'à l'heure actuelle, donc au niveau cerveau, on a peut-être quelque chose comme à peu près 6 à 12 couches de processing. L'état de l'art en vision par ordinateur, à l'heure actuelle, ce sont des réseaux dits profonds, feed-forward CNN, qui ont de l'ordre de centaines de couches de processing. Donc, c'est maintenant une divergence avec les neurosciences.
Et donc, les travaux que nous faisons dans la chaire, c'est vraiment de nous inspirer du fonctionnement du système visuel, donc chez le primate, chez l'humain, pour essayer en fait d'adresser les limitations des systèmes de vision par ordinateur actuels. Une des limitations principales, et un des axes de recherche, c'est vraiment cette idée que les réseaux de neurones modernes, les systèmes de vision par ordinateur modernes, peuvent résoudre des tâches très très bien, mais quand les données qui leur sont fournies ne dévient pas trop des données utilisées pendant l'entraînement. Et donc, pour vous convaincre du fait, enfin des limitations des systèmes actuels, je voulais illustrer ça avec une vidéo d'une Tesla que j'ai trouvée sur Twitter, qui avait été postée par un utilisateur il y a juste quelques semaines de ça. Donc, la Tesla a un système d'autopilote qui est un système de CNN feed-forward. Et là, ce que vous allez voir, c'est le conducteur de la Tesla qui va filmer en fait avec son téléphone le cockpit de la voiture. Et donc, vous allez voir ce que voit la voiture. Et vous allez voir que la voiture voit des feux de signalisation qui volent sur la route. Et ensuite, l'utilisateur va bouger son téléphone. Donc, vous verrez en fait ce qui se passe en face de la voiture. Oups. Ah, pardon. Donc voilà, donc là c'est ce que voit la voiture. Vous voyez les feux de signalisation qui passent un peu, qui donnent l'impression de voler sur la route. Là vous allez voir en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a un camion qui porte des haut-parleurs en face de la voiture. Donc Dieu merci, l'autopilote n'est pas engagé, ça aurait pu poser problème. Et donc je pense que ce type de limitation est vraiment une illustration parfaite de manière plus générale des limitations des systèmes de vision par ordinateur, où on voit que dans ce cas-là, la voiture, c'est très probable que le système embarqué de vision par ordinateur n'a jamais vu des haut-parleurs comme ça dans un camion sur la route, parce que ça se produit avec enfin, c'est un événement très rare. Donc, vraisemblablement, la voiture n'a jamais été entraînée avec, ou le système de vision par ordinateur n'a jamais été entraîné avec des speakers de telle sorte, et que donc, quand on s'éloigne du type de données utilisées par l'entraînement, quand on a des exemples qui sont trop loin de la base d'entraînement, eh ben c'est là où on a des comportements complètement erratiques de ces systèmes de vision par ordinateur. Donc, en comparaison, le cerveau humain, le cerveau du primate est beaucoup plus robuste. Le système visuel est capable de mettre en place des stratégies pour la vision qui sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus généralisables que les systèmes de vision par ordinateur actuels. Et donc, c'est pour ça que notre chaire s'intéresse justement à essayer de comprendre ces fonctionnements pour essayer d'améliorer la vision par ordinateur. Donc, une des différences clés entre la vision par ordinateur, les systèmes de vision par ordinateur et notre cerveau, c'est vraiment que dans le cerveau, il y a beaucoup de feedback. Donc, on a du process qui n'est pas juste feed-forward, mais donc on a des connexions et des processus réentrants. Et donc, les travaux dans notre thèse vraiment essayent de modéliser ces connexions récurrentes. Donc, on s'intéresse à deux types de connexions récurrentes, des connexions dites horizontales, qui connectent des unités à l'intérieur d'une couche de processing, ainsi que des connexions dites top-down, qui vont de couches hautes vers des couches plus basses. Donc, je vais essayer de vous démontrer ou de vous donner un goût des bénéfices de l'insertion de ce type de connexion dans des systèmes de vision par ordinateur. Donc, vraiment très brièvement, comme je viens de vous dire, on s'inspire des circuits neuronaux. Donc là, vous voyez par exemple en haut à droite un circuit qui s'inspire de l'organisation du système visuel primaire, où donc on a des détecteurs de features, comme dans les réseaux de convolution modernes, qui sont répliqués à toutes les positions, dans ce qu'on appelle des cortical columns. Dans un CNN, normalement, ces feature detectors processent l'information de manière complètement indépendante. Donc, le seul flow d'information, c'est vers les couches hautes. Dans le cerveau, il y a des connexions à l'intérieur des couches de ces colonnes corticales, ainsi qu'entre les colonnes corticales. Donc, quand on modélise ce type de connexion, on se retrouve avec des systèmes d'équations différentielles couplées qui sont assez compliqués à simuler. Par contre, donc, ce qu'on a fait, les travaux dans notre labo, se sont inspirés de ces systèmes, ou de ces modèles de réseaux récurrents
on s'est abstrait des détails de la biologie, en fait, pour approximer ce type de circuit avec des modules plus modernes de type deep learning. Donc là, par exemple, on s'est inspiré du fonctionnement de ce qu'on appelle les gated recurrent units, qui est une unité ou un module qui est très utilisé dans les réseaux récurrents modernes. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous donner tous les détails sur ce qui fait nos modules, enfin, quelles sont les différences entre les modules qu'on a développés et ceux qui sont existants. Un des modules qu'on a développé s'appelle le EdgeGrue, parce qu'on utilise en fait ces grooves pour apprendre à connecter les unités à l'intérieur d'une colonne et entre plusieurs colonnes. L'avantage de ces grooves, très rapidement, c'est qu'il y a pas mal d'heuristiques qui sont utilisées à l'intérieur, ce qui permet à ces modules d'apprendre en utilisant des méthodes de descente de gradient, donc de les optimiser pour certaines tâches visuelles, comme de la segmentation, de la classification d'objets, etc., de manière beaucoup plus efficace que si on utilise des réseaux récurrents de type vanilla, donc des choses plus classiques. En particulier, nous, il y a deux choses qui sont intéressantes dans ces circuits, qui sont dérivées directement de la biologie. Un, c'est qu'on a une représentation explicite, on a des populations d'unités, de neurones, qui implémentent des formes d'inhibition, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à réduire l'activité des unités sur lesquelles elles se connectent, ainsi que des unités de type excitatrice qui vont avoir l'effet opposé, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à faciliter l'activité d'une unité sur laquelle elles se connectent. Donc, on a ces populations de neurones excitateurs et inhibiteurs qui fonctionnent en push-pull, en fait, qui sont tout le temps en train de se battre, en fait, de se tirailler. Et encore une fois, ce sont des mécanismes qui sont directement inspirés de circuits neuronaux. De plus, nous avons aussi différents types d'opérations à l'intérieur de ces cellules, encore une fois inspirées par les fonctionnements du cerveau. Donc, on n'a pas seulement des opérations arithmétiques de type soustraction pour l'inhibition et addition pour l'excitation, mais on a aussi des opérations non linéaires de type multiplication et division. Encore une fois, ça s'inspire de circuits biophysiques. Je ne vais pas avoir le temps de vous donner trop de détails. Ce que je veux faire dans les 50 minutes qui nous restent, c'est vous montrer un petit peu différentes applications de ces réseaux récurrents et de ces modules récurrents. Donc d'abord, pour mettre en avant en fait les bénéfices de ces modules récurrents, je vais vous parler d'une tâche qu'on a développée. Donc c'est une tâche qui s'appelle Pathfinder. C'est une tâche qui s'inspire d'expé faites en sciences cognitives depuis plusieurs décennies. Donc, le but de Pathfinder, c'est d'entraîner un agent à résoudre une tâche. La tâche, ça c'est un exemple d'une image qui serait donnée à l'agent. On en donne des centaines de milliers quand on les entraîne. Ici, la tâche, c'est vraiment, donc il y a toujours deux marqueurs. Sur les images positives, il va y avoir, donc les deux marqueurs vont tomber sur le même contour. Donc, vous voyez là, différents contours qui sont plus ou moins interrompus. Donc là, la réponse, ce serait yes ou classe positive parce qu'il y a effectivement un chemin entre les deux marqueurs. Sur les images négatives, la réponse serait no, non, parce que les deux marqueurs seraient sur des contours différents. On a montré, donc on a fait un état de l'art, donc c'est un papier qui était publié dans Neurips il y a quelques années. On a fait un état de l'art en fait de tous les systèmes feed-forward. Et en gros, ce qu'on a montré, c'est que même pour une tâche assez facile de cette tâche, où les contours en fait seraient construits à partir d'une douzaine, 14 petits tirés comme ça, et ben, dès qu'on arrive à des contours qui sont un petit peu longs, il faut l'architecture minimale, feed-forward, qui arrive à résoudre cette tâche, va devenir très profonde. Donc, on se rend compte que si on veut résoudre la tâche pour un chemin de longueur 14, eh ben, il faut aller jusqu'à 150 layers de processing dans un ResNet. Alors que nous, donc si vous regardez en haut à gauche, là, sur ces tirés rouges, avec une seule couche de nos réseaux récurrents, on peut apprendre la tâche parfaitement pour toutes les longueurs de contour. Donc, quel est le bénéfice de cette architecture? Ben, là, on le voit bien en bas à gauche. Si on regarde les performances sur l'axe des X, pardon, sur l'axe des Y versus le nombre de paramètres dans ces réseaux,
on voit que, par exemple, avec un réseau feed-forward très profond, donc de type ResNet 152, on peut résoudre la tâche parfaitement, aussi bien que notre HGRU, donc Horizontal Gated Recurrent Units. Par contre, avec notre HGRU, on a une économie de 3 ordres de grandeur dans le nombre de paramètres, ce qui, comme je vais vous le montrer d'ici quelques slides, veut dire qu'on va pouvoir apprendre à faire aussi bien avec beaucoup moins d'exemples d'entraînement. Parce qu'en général, une diminution du nombre de paramètres se traduit par une diminution du nombre d'exemples d'entraînement désirés ou requis. Donc, cette tâche est intéressante. On a publié ce papier il y a 3 ans. Je crois que c'était l'année dernière, un groupe de DeepMind à Londres s'y est intéressé. Et donc, ils ont fait une analyse systématique, une comparaison systématique de l'état de l'art dans ce qu'on appelle les Transformer Networks, qui sont devenus en vision par ordinateur plus ou moins les architectures utilisées par défaut. Récemment, il a été montré qu'elles peuvent faire mieux que des réseaux de type CNN pour la classification d'images et pour pas mal d'autres tâches en fait. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que donc ils ont essayé tous ces transformers qui sont en train de révolutionner le natural language processing et en partie la vision par ordinateur. Ce qu'ils appellent PassX ici, c'est notre Pathfinder, et on voit qu'ils ne sont même pas capables d'entraîner les transformers sur cette tâche. Pour être capable d'entraîner ces transformers, donc le transformer, c'est une architecture feed-forward qui potentiellement essaye d'approximer un réseau récurrent de manière implicite. Et on voit que là, pour arriver à les entraîner sur notre Pathfinder, donc c'est ce qu'ils appellent le Pathfinder, qui n'est en fait pas le Pathfinder, qui est une version de plus basse résolution, donc en 32 par 32. Et même là, on voit que les performances les meilleures qu'ils arrivent à tirer de ces transformers, c'est de l'ordre de 70%, quand notre réseau récurrent avec une seule couche, donc très très simple, arrive à résoudre la tâche de manière parfaite à 100% de performance. OK, donc j'espère que je vous ai convaincu que ces réseaux de type récurrent, de connexion horizontale, donc HGRU, sont vraiment puissants. On a aussi cette tâche, donc Pathfinder, qui est une tâche inspirée par la psychologie cognitive, qui est intéressante pour évaluer l'état de l'art en vision par ordinateur. Ce n'est pas trivial de résoudre ces tâches, et on voit que même des algorithmes qui font très très bien en vision par ordinateur n'arrivent pas à apprendre ce type de tâches. Donc, je vais laisser la parole à Sabine qui va vous faire une démo. Alors, je ne sais plus si c'était sur le… Sur Chrome. C'est sur Chrome, OK. Donc, on vous a donné… Alors, s'il y a des gens qui veulent essayer en ligne, alors peut-être qu'on pourrait faire… je pourrais peut-être vous mettre ça dans le chat. Alors, par contre, est-ce que je vais arriver à trouver le chat? À droite. Si tu cliques sur la flèche en bas. Chat, tu l'as là, voilà, c'est ça. Sur chat, il y a la flèche à côté, tu le déplies. Ça? Tu déplies, voilà, puis tu le mets là. OK. Donc, là, je vais poster un raccourci vers un notebook collab et je vais passer la parole à Sabine qui va très brièvement vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est présent dans le code. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser les HGRU qu'on vient de vous présenter sur Pathfinder particulièrement. Donc, on va passer la partie import et de téléchargement des librairies qui sont nécessaires pour le faire tourner. Ça, vous pouvez le lancer de votre côté, ça marchera. L'idée, en fait, c'est vous donner accès particulièrement à Pathfinder pour que vous puissiez l'utiliser, tester vos modèles dessus. Donc, l'idée dans un premier temps, c'est visualiser un petit peu les données, même si on vous a montré quelques exemples précédemment de l'image. Vous devriez, en lançant le code, avoir accès à quelques exemples du training set. Je sais pas si on a des problèmes. Ouais. Il y a des problèmes de réseau. Je crois qu'on a des problèmes de réseau, c'est pour ça que… Mais bon, si vous êtes à la maison, vous pouvez essayer. Donc là, ce code ici est censé vous afficher 3 images de notre training set, des images qui sont positives et négatives. Ce que vous devriez voir, c'est certaines images qui ont un chemin avec effectivement 2 points aux extrémités, donc qui sont les instances positives de la classe, mais également des images négatives. Le testing set est de la même manière, avec la même résolution et les mêmes particularités, pour que vous puissiez visualiser un petit peu à quoi ressemble le dataset.
En termes d'ordre de grandeur, il y a environ 200 000 images dans le training set, donc suffisamment, je pense, pour que vous puissiez entraîner vos modèles. La suite du code, c'est simplement donc, des fonctions qui vous permettent de plugger directement les modèles que vous voulez tester dans une architecture d'entraînement classique pour pouvoir tester les modèles. Donc, il y a évidemment la gestion du learning rate, de l'early stopping et puis les checkpoints pour sauvegarder vos modèles. Donc, ça vous permet simplement de loader des modèles qui sont déjà pré-entraînés pour que vous puissiez simplement les tester la généralisation, la robustesse sur ce dataset en particulier. Donc là, nous, dans ce cas-là, il est lancé uniquement sur les SGROU, mais ça vous permet tout de même de remplacer les modules de load par vos modèles si vous les voulez, comparer avec d'autres et challenger un petit peu nos résultats. Donc, pareil, en fait, à chaque fois, les fonctions, c'est simplement juste des fonctions assez standards en termes de vision, donc update des poids et visualisation des résultats. La fonction de run, pareil, vous ne devrez pas avoir besoin de la toucher puisque le modèle il est loadé après. Donc, c'est vraiment du code qui est clé en main qui vous permet de simplement tester vos modèles sans avoir à modifier quoi que ce soit, ni réécrire une boucle complète d'entraînement. Globalement, ici, c'est l'endroit, nous, où on load les SGROU, mais simplement faire un lien vers un fichier ou un modèle préentraîné qui vous appartient ou du code qui définit votre modèle perso. C'est ici simplement que ça va se passer, c'est à vous de modifier pour challenger. Et donc après, le run qui prendra, même dans tous les cas, devrait vous prendre un petit peu de temps sur Colab, mais qui peut être accéléré sur d'autres devices, vous permettra d'avoir dans un premier temps, sans rien modifier, les performances que nous on obtient avec SGROU sur ce dataset en particulier. Et derrière, vous pouvez ajouter ce que vous voulez comme code pour tester vos modèles perso et puis derrière voir si vous pouvez comparer avec ce qu'on a ou pas. Parfait. Ok. Ok, donc j'espère qu'on va pas trop vite. Je sais qu'on a beaucoup de librairies à passer en revue, donc on passe assez vite, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et puis on vous donnera nos coordonnées email. Vous pouvez nous envoyer des emails si vous avez des questions. Ok, donc d'autres travaux de notre chaire. Donc, donc si on regarde l'état de l'art en vision par ordinateur, je vous ai dit c'est que des réseaux feed-forward. Je vous ai dit le cerveau utilise des connexions récurrentes. Alors la question, j'ai essayé de vous convaincre que les connexions récurrentes sont bien supérieures, sont nécessaires pour résoudre des tâches de raisonnement visuel complexes comme ce Pathfinder. Donc, une question, ce serait, si c'est le cas, pourquoi on n'a pas plus de réseaux récurrents qui battent l'état de l'art en vision? Et donc, notre hypothèse, c'était qu'en fait, une des limitations principales c'est dans l'entraînement. Une des limitations principales dans les techniques standards d'entraînement des réseaux récurrents, c'est ce qu'on appelle la backpropagation through time. L'idée de base dans la backpropagation through time, c'est qu'en fait, on va estimer le gradient pour chaque point de temps. Et donc, si on veut avoir un réseau récurrent qui utilise beaucoup de patents, ce qui est le cas pour des problèmes assez compliqués, et ben en fait, on tombe à court de mémoire très rapidement, de mémoire GPU. Et ça, c'est parce qu'on a déjà des modèles feed-forward courants qui utilisent pratiquement toute la mémoire du GPU qui est à disposition. Et du coup, il n'y a pas assez de mémoire qui reste pour qu'on puisse rajouter ces connexions récurrentes et les entraîner de manière optimale. Il y a des alternatives pour économiser la mémoire. Donc, une alternative intéressante s'appelle la RBP, Recurrent Backpropagation. Un des problèmes de la RBP, donc l'idée c'est qu'on ne calcule pas le gradient à chaque point de temps. On attend que le système atteigne un état d'équilibre. On calcule le gradient au point d'équilibre et du coup on utilise cet estimé du gradient au point d'équilibre pour faire une seule update qui est indépendante du nombre de points de temps. C'est très bien en théorie. En pratique, ce qui se passe, c'est que cette méthode ne peut marcher que si le système dynamique, donc le réseau récurrent dans ce cas-là, est stable. C'est-à-dire qu'il va avoir un point d'attraction et donc il va être stable. En pratique, on s'est rendu compte que nos réseaux à nous, donc nos réseaux récurrents, nos modules de réseaux récurrents ne sont pas stables. Et en fait, c'est assez utile. Ce manque de stabilité, ça a à voir avec le fait qu'il soit expressif.
Par contre, ça veut dire que ça limite l'application de cette RBP à nos réseaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une nouvelle méthode d'apprentissage qu'on a appelée CRBP, comme Contractive RBP, où en fait, on a utilisé des méthodes de régularisation qui nous permettent de forcer nos réseaux récurrents pour qu'ils soient stables à l'entraînement. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, c'est tout publié. On avait un papier à NeurIPS l'année dernière que je vous invite à consulter si vous êtes intéressé. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a les outils pour en fait utiliser nos modules de réseau récurrent, de les introduire dans notre architecture feed-forward préférée. On peut juste introduire nos circuits et on peut entraîner tout ça maintenant sur des GPU standards. Et quand on fait ça, il se passe des choses intéressantes. OK. Donc, ça, c'est une application à ce qu'on appelle la segmentation panoptique. Donc, la segmentation panoptique, c'est une tâche très difficile. C'est une des tâches les plus compliquées à l'heure actuelle en vision par ordinateur. Très utile et nécessaire pour les véhicules autonomes. Donc, l'idée ici, c'est de colorier ou d'assigner un label à chacun des pixels dans une image. Donc ça serait la segmentation sémantique. La segmentation panoptique va même un peu plus en avant, où là, quand on a des objets identiques, donc par exemple une lignée de voitures, il faut arriver à dissocier les voitures individuelles. Donc, c'est très, très, très difficile. L'état de l'art, en fait, c'est Feed-Forward FPN. FPN, c'est Feature Pyramid Network, qui est un backbone ResNet avec 50 layers de processing. L'état de l'art, en fait, est pas très, très haut parce que c'est donc, encore une fois, une tâche très, très difficile et qui demande beaucoup de main-d'œuvre, en fait, si on fait ça à la main. Et donc là, vous voyez que dès qu'on rajoute notre réseau récurrent juste au-dessus de ce système feed-forward, avec notre règle d'apprentissage, notre nouvel algorithme d'apprentissage, et en fait, avec juste déjà avec une itération, une itération récurrente, on a déjà une amélioration significative des performances. Et puis, le plus on itère dans le temps, le plus on donne une opportunité aux unités d'échanger de l'information entre elles à l'intérieur d'une couche, le mieux les performances vont s'améliorer. Pour vous donner des exemples, donc à gauche, ce sont des exemples de prédiction du modèle, donc le backbone, le modèle feed-forward. Là, on voit qu'il hallucine un mouton à la place d'un rocher, il hallucine un zèbre à la place d'un train. Dès qu'on rajoute au-dessus nos réseaux récurrents, donc cette HGRU, cette Horizontal Gated Recurrent Unit, le réseau apprend à éliminer ces fausses alarmes. En fait. Donc, on voit que le mouton disparaît, le zèbre disparaît, etc. Donc en fait, les améliorations de ce système récurrent ne sont pas minimes, elles correspondent vraiment à des fausses alarmes qui sont supprimées par le réseau récurrent. Là, vous voyez le système qui fait la segmentation dans le temps. Donc, encore une fois, c'est un réseau récurrent. Donc, les unités vont s'échanger de l'information dans le temps. Ce n'est pas juste du processing d'informations statiques en mode feed-forward. Et donc là, vous voyez la stratégie du modèle, de l'architecture qui a été découverte avec cet algorithme d'apprentissage. L'algorithme s'initialise au centre de gravité des objets et ensuite il va diffuser l'information, l'activité des unités à l'intérieur de l'objet jusqu'à ce qu'il atteigne un contour. Et donc là, on voit cette stratégie de filling in qui, encore une fois, est comparable. On a des données humaines psychophysiques qui s'avèrent être comparables aux stratégies utilisées par les humains quand on leur demande de faire de la segmentation d'objets. OK, donc je laisse la place à Sabine qui va vous présenter. Donc, on a mis à disposition un autre collab qui va permettre aux utilisateurs d'utiliser notre… voilà, je viens de le poster dans la chat, qui va vous permettre, si vous le désirez, d'utiliser ce système ou bien tel qu'il est, pré-entraîné sur des images arbitraires que vous passerez en entrée, voire même de réentraîner si vous avez votre propre base de données pour la segmentation sémantique ou panoptique. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du fine-tuning, réentraîner cette architecture et la tuner sur votre problème à vous, quoi. Donc, ça peut être utilisé
immédiatement. Je vais montrer. Tiens, je te laisse la main, Sabine. Donc, encore une fois, les premières cellules sont simplement pour l'import. Alors, notez simplement que le lien GitHub ici vous donne accès à tous les travaux qui sont liés justement à cette tâche de segmentation panoptique, mais également à l'algorithme SRBP dont Thomas vous a parlé précédemment. Donc là, vous avez encore une fois donc oui, tous les imports. L'idée, en fait, c'est simplement que vous puissiez télécharger n'importe quelle image du web. Là, c'est un exemple normalement avec une famille, un chien dans un parc, mais n'importe quelle image fonctionne. Bon, évidemment, plus la résolution de l'image est grande, plus le traitement sur Colab sera long. Donc, si vous voulez tester assez rapidement, prenez quelque chose qui soit… Pardon, tu penses qu'on devrait rafraîchir le browser? C'est dommage quand même de ne pas pouvoir faire la démo. Ça prendra trop de temps. Ça va prendre trop de temps. Je suis désolé, on avait tout préloadé pour pouvoir… Là, normalement, le système au niveau de l'inférence devrait tourner en temps réel, etc. On avait des superbes images téléchargées sur le web que le système n'avait jamais vues. Et donc, vous auriez dû voir en fait une segmentation presque parfaite, quoi. Et malheureusement… En lançant normalement depuis votre ordinateur, ça marche. Là, c'est juste le temps de faire les installations, ce sera trop long, mais vous pouvez le faire de votre côté et vous verrez tout en temps réel également. En fait, simplement, donc l'idée là, c'est d'aller récupérer le modèle tel qu'il est sans le réentraîner et le tester avec également voir ici sauvegarder un GIF et donc l'afficher, la stratégie de résolution qu'on vous a montré précédemment, mais avec sur n'importe quelle image. Vraiment, vous pouvez tester sur n'importe quoi. Il suffit simplement de changer l'URL ici et ça va marcher, quoi. Donc, c'est vraiment un exemple de généralisation à des données qui n'ont jamais été vues, qui ne sont pas forcément de la distribution du dataset d'entraînement et avec une résolution quasi parfaite. La deuxième partie du coup de ce collab, c'est utiliser votre propre dataset pour soit pré-entraîner votre modèle, soit le fine-tuner simplement pour voir quels sont les… juste effectuer cette tâche de segmentation panoptique. Donc là, ici, on vous a mis un dataset d'entraînement de jeu, mais vous pouvez utiliser le vôtre simplement en utilisant les mêmes commandes, soit des liens vers un drive, soit simplement effectivement un lien GitHub qui contient le jeu de données. Globalement, les premières fonctions, c'est simplement des fonctions pour jouer un petit peu avec le jeu de données, commencer juste à faire quelques affichages, donc ça, normalement, vous devriez déjà connaître et savoir maîtriser. La partie ici intéressante, ça va être plutôt donc, sur l'entraînement, et particulièrement le réentraînement adapté au jeu de données. Les paramètres sont comme n'importe quel hyperparamètre en vision un peu empirique, ce sera à vous de l'adapter éventuellement. Vous pouvez tester le nombre d'itérations, le learning rate, tout ça, ça va dépendre du nombre de données que vous avez et de la difficulté de la tâche. C'est à tester, c'est à jouer un petit peu avec parce que ça ne marchera peut-être pas forcément du premier coup avec la parfaite précision. Mais l'idée reste là. Et on connecte tout ça avec les outils qui permettent de monitorer également l'entraînement. Donc des outils de visualisation avec des fonctions déjà toutes faites que vous pouvez utiliser sans rien modifier. Et un lien vers TensorBoard qui normalement devrait apparaître en dessous, qui n'est pas là, pour que vous puissiez évaluer votre modèle et voir son comportement en temps réel. Et puis éventuellement adapter après les paramètres si jamais pour améliorer la convergence, etc. De toute façon, les collabs vont être remis à jour. N'hésitez pas à nous envoyer des questions s'il y a un moment quelque chose qui ne fonctionne pas. On remettra à jour dans les prochaines 24 heures. Ouais. Très bien. Donc, sans transition, je vais passer à la suite. OK. Donc, bon, une grosse partie des travaux de recherche, de nos travaux de recherche, c'est vraiment formaliser ces tâches de sciences cognitives dans des tâches qui soient utilisables pour évaluer les capacités des systèmes de vision par ordinateur actuels. Donc, je vous ai montré un exemple avec ce Pathfinder. Encore une fois, l'idée, c'était d'entraîner les algorithmes pour qu'ils essayent de classifier des images. Si les deux marqueurs tombent sur le même objet, où là, l'objet, ce serait un chemin, une trajectoire, enfin, un contour, ou si ça tombe sur deux objets différents, donc deux contours différents. Et donc, je vous ai montré qu'en fait, les connexions horizontales pour ce type de tâches sont optimales parce qu'en fait, elles permettent aux unités qui potentiellement peuvent encoder différents bouts de ces
contour et d'échanger de l'information pour qu'elle puisse compléter le contour. Et en fait, donc c'est ce qu'on appelle dans notre labo une stratégie de grouping incrémental. Donc vraiment de grouper ces contours, ces bouts de contour de manière incrémentale en propageant l'information à l'intérieur d'une couche de process. On a aussi utilisé les mêmes circuits pour implémenter, pour approximer un autre type de connexion récurrente, qui sont les connexions récurrentes de type top-down. Donc, ce serait des connexions qui vont de couches hautes vers des couches basses. Pour démontrer l'utilité de ces connexions top-down, on a développé une variante de ce Pathfinder qu'on a appelée CABC ou Cluttered ABC. L'idée pour ça, en fait, c'est donc la tâche est la même. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en ligne, il y a 2 points, 2 marqueurs sur l'exemple qu'on montre là. La question, c'est est-ce que les 2 marqueurs tombent sur le même objet ou 2 objets différents, où les objets sont des lettres de l'alphabet, des lettres écrites à la main. Et donc, encore une fois, comme c'est des tâches artificielles, on peut complètement paramétriser la complexité de la tâche, les paramètres de la tâche, etc. Et donc, ce qu'on a montré, je vais juste vous montrer les résultats sans même vous expliquer, rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. On a démontré ce qu'on appelle une double dissociation. Donc, on a montré que sur ce Pathfinder, qui est en haut ici, les connexions horizontales sont nécessaires et suffisantes. Donc, on a besoin d'une seule couche d'un réseau de neurones avec des connexions horizontales. Par contre, pour ce Cluttered ABC, où justement, donc là, on a des objets qui sont des lettres de l'alphabet. On a démontré qu'en fait, pour résoudre ce type de tâche, les connexions horizontales ne sont pas suffisantes. Il faut absolument des connexions de type top-down qui, potentiellement, sont capables d'envoyer de l'information de type sémantique, donc qui a à voir avec la classe de l'objet qui est présenté sur l'écran, donc potentiellement faire une prédiction sur la pose de l'objet, etc., et d'envoyer cette information aux couches basses. Et donc là, on a démontré, donc c'est un papier qui était publié dans iClear l'année dernière, qu'on a une dissociation entre le rôle des connexions horizontales et le rôle des connexions de type top-down. En pratique, le cerveau utilise le deux types de connexions. A priori, le cerveau est suffisamment flexible pour en fait optimiser le type de connexion qui est utilisé en fonction de la tâche visuelle. Mais juste pour vous donner une idée de ce qui se passe quand on utilise ces deux types de connexions récurrentes, on a développé dans un autre papier d'iClear de l'année dernière une architecture qu'on a appelée GammaNet. C'est une architecture qui est basée sur l'architecture VGG, sur laquelle on a rajouté des connexions horizontales et des connexions top-down. Donc la détection de contours, c'est un peu plus simple que la segmentation panoptique. Il faut juste tracer les contours des objets sur une image. C'est une tâche qui a été largement résolue en vision par ordinateur. On a des systèmes de l'état de l'art comme ce système en bleu ici, qui s'appelle BDCN, c'est un système purement feed-forward, qui a atteint le niveau des humains de manière exacte. Donc, nous, quand on rajoute des connexions horizontales, en fait, on n'a pas forcément un avantage visible. On a atteint aussi le niveau de performance des humains. Et ça, c'est parce qu'en fait, ces architectures sont surentraînées. Elles sont pré-entraînées sur ImageNet, elles sont fine-tunées sur Coco et elles sont fine-tunées une troisième fois sur une base de données de contours qui s'appelle Berkeley Segmentation Dataset. Et donc, c'est des architectures qui sont surentraînées avec beaucoup d'exemples d'entraînement. Ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, donc c'est cette figure ici, quand on commence à réduire le nombre d'exemples qu'on donne à ces algorithmes pour l'entraînement, on voit que les performances du système feed-forward drop de manière très significative. C'est une différence assez substantielle de l'ordre un F-score de l'ordre de 0.1. Notre architecture récurrente est beaucoup plus robuste et généralise beaucoup mieux quand on commence à diminuer le nombre d'exemples d'entraînement. Donc en fait, il s'avère que les connexions horizontales et top-down sont capables de découvrir des biais inductifs dans la base d'entraînement qui sont différents des biais inductifs découverts par les algorithmes de type des architectures de type feed-forward. Et ça, en pratique, ça se traduit par des architectures qui apprennent de manière beaucoup plus efficace. J'ai oublié de me mettre en présentation. Donc, je vais passer ça très vite. OK. OK.
il nous reste 10-15 minutes. Le troisième et dernier exemple qu'on voulait vous présenter, c'est les tout derniers travaux qui sont sur le point d'être publiés à NeurIPS cette année. Et donc là, on a essayé d'étendre les travaux qu'on avait fait avec Pathfinder. Donc l'idée de Pathfinder, c'est vraiment d'étudier les capacités des réseaux de neurones artificiels à capturer ce qu'on appelle des dépendances de type longue distance, donc de comprendre des dépendances dans une image, d'un bout de l'image à une autre. Je pense qu'on a résolu ça assez bien avec notre architecture EdgeGRU. L'idée dans ce papier de NeurIPS, c'était d'étendre l'étude de systèmes de vision par ordinateur dans le domaine spatio-temporel. Donc là, on a créé une extension de ce Pathfinder qu'on appelle PathTracker. L'idée est très, très similaire. On a deux marqueurs, un rouge, un bleu. Vous voyez tous ces points là verts qui bougent. Donc, en fait, ces points verts suivent des contours ou des trajectoires invisibles. Donc, dans le Pathfinder, les contours sont physiques. Là, ils sont invisibles, mais ils sont suivis par ces particules. Et donc, la tâche, elle est qu'au début de la vidéo, il va y avoir un des points verts qui va passer au milieu du carré rouge. Et la question pour les agents, c'est est-ce que c'est le même point qui passe à la fin de la vidéo dans le carré bleu ou pas? Si c'est le cas, donc c'est classe positive, yes. Si ce n'est pas le cas, c'est un exemple négatif, non. Donc, on a montré que ce type de tâche est très, très difficile pour l'état de l'art, que ce soit des réseaux feed-forward de type ResNet, des architectures qui ont même été ce qu'on appelle des Convolutional Neural Network 3D qui opèrent dans le domaine spatio-temporel. C'est quelque chose qui est très difficile également pour les Transformer Network. Donc, on a vraiment comparé l'état de l'art et on a montré que aucune de ces architectures n'était capable de résoudre la tâche. On a développé une architecture qu'on a appelée INT, comme Index and Track, qui est une extension de notre circuit initial. Et donc, l'extension, elle est assez simple. Elle s'inspire de mécanismes neuronaux pour le tracking d'objets. Et donc, l'idée, c'est de rajouter un autre type d'unité qui va implémenter une forme d'attention. Et donc là, ce que vous voyez, c'est sur cette colonne du milieu ici, c'est le réseau qui résout la tâche. Et vous voyez qu'en fait, la façon dont le réseau résout la tâche, c'est en indexant, en suivant, donc en indexant une des particules, celle qui est passée au départ dans le carré rouge. Ensuite, de temps en temps, il y a des occlusions, ce qui casse en fait les architectures des types feed-forward. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a de temps en temps le map d'attention en fait où on voit que le réseau tout d'un coup se met à traquer deux particules. Et en fait, c'est ce qui se passe quand des particules, quand il y a une occlusion, quand une particule passe au-dessus de l'autre, il y a une ambiguïté qui se forme. Le réseau n'est pas sûr quelle est la particule initiale, donc il va se mettre à traquer les deux particules jusqu'à ce qu'une des deux atteigne le carré bleu. Donc l'ambiguïté a été enlevé et donc le réseau en fait efface la représentation de la particule qui n'est pas nécessaire. Donc encore une fois, c'est publié, c'est en passe d'être publié. On a déjà un archive qui est accessible sur notre page web. Je vous donnerai un lien vers le site du labo. Donc si les détails vous intéressent, je vous encourage à consulter le manuscrit. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est donc une tâche artificielle. J'imagine que certains d'entre vous doivent se dire, bon, mais à quoi ça sert ce genre d'architecture et de tâches? Enfin, ce genre de tâches n'est pas forcément, ne reflète pas forcément des tâches réelles dont vous risquez d'avoir besoin dans votre entreprise. Et en fait, ce qu'on essaie de mettre en avant là, c'est le fait que tous les systèmes de tracking actuels, en fait, sont des architectures très, très simples qui ne font que détecter, donc elles sont initialisées avec une sorte de fenêtre d'attention sur l'objet qui doit être traqué. Et ensuite, cet objet est juste redétecté à chaque point de temps. Et donc, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est le fait que cette stratégie n'est pas très robuste, parce que s'il y a des distracteurs dans le frame, l'architecture va confondre la target et les distracteurs. Donc,
Donc, c'est pour ça qu'on voit que tous ces systèmes d'état de l'art n'arrivent pas bien à résoudre la tâche. Donc, ce qu'on voulait démontrer, c'est que cette tâche artificielle ou les bénéfices qu'on est capable de mettre en avant avec nos réseaux récurrents pour cette tâche artificielle, en fait, généralise à des tâches plus réelles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un système qui est potentiellement, enfin jusqu'à il y a quelques semaines, les choses changent très vite. Jusqu'à il y a quelques semaines, l'état de l'art, c'était un système qui se base sur un module de type transformer pour le tracking d'objets. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a joué le même jeu auquel on a joué dans le passé, c'est qu'on a pris cette architecture et on a juste rajouté notre circuit, donc index et track, INT, et on l'a juste mis au-dessus pour introduire du feedback à l'intérieur de cette architecture de type transformer. Donc là, ce que je vous montre, c'est des résultats réels. Donc, j'espère que vous arrivez à voir les fenêtres d'attention. Le trans-T, donc c'est ce transformer, c'est la base de notre système, donc c'est la fenêtre bleue que vous voyez. Elle est initialisée sur un des chatons au départ, et vous voyez que dès que les deux objets sont, dès que les deux chats commencent à s'amuser, il y en a un qui occlue l'autre, et du coup le trans-T, le transformer, perd le tracking. Même problème ici sur le pingouin à droite. On voit que dès qu'il y a une sorte d'occlusion, en fait, le circuit de transformer en fait perd la target. Ce que vous voyez en rose, c'est la sortie de notre système qui est encore une fois simplement plugué sur la sortie du transformer, et on voit que le système est beaucoup plus robuste. Il est capable de généraliser à des cas très complexes où il y a donc des occlusions entre des targets et des distracteurs qui sont très similaires. Si cette présentation s'était faite la semaine dernière, je vous aurais dit qu'on était numéro 1 sur le challenge de tracking principal en faisant par des networks qui s'appelle TrackingNet. J'ai vérifié ce matin et on est maintenant numéro 2 parce que quelqu'un a développé une autre extension des Transformer Network qui les a mis au-dessus. Bon, après, c'est un peu des points de détail. Le message ici, c'est vraiment qu'il y a très peu de coûts de rajouter un de ces réseaux, ces modules de réseau récurrents au-dessus de votre architecture préférée, et que dans tous les cas qu'on a étudiés, on a toujours été capable d'améliorer les performances de ces systèmes originels. Alors, non seulement ça, mais là, ce que je vous montre, c'est des résultats de tracking obtenus avec notre architecture qui sont produits sur des vidéos que le système, qui sont complètement différentes. Ça, c'est des bases de données pas pour le tracking, mais pour les véhicules autonomes. Donc, c'est normalement des tâches de segmentation. Donc, notre système n'a jamais vu des vidéos de voitures potentiellement, et certainement pas des vidéos de voitures sous le soleil, sous les nuages et à la tombée de la nuit. Donc, je vais vous rejouer pour moi, c'est très impressionnant de voir un système à l'heure actuelle qui soit capable de généraliser sans être réentraîné, sans être fine-tuné, sur des bases de données comme ça, qui a été entraîné dans une base de données de tracking et qui généralise parfaitement sur des bases de données qui sont complètement différentes, comme des bases de données de voitures ici. Donc voilà, donc on a ouvert tout le code, donc il est disponible. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais on vous donne, d'ailleurs je le partagerai, mais je ne sais pas s'il y a une possibilité de partager la présentation. Tous les liens sont accessibles dans la présentation. Je vous encourage à accéder au repo GitHub. Encore une fois, le repo va vous permettre de faire deux choses. Une, c'est d'utiliser notre tracker comme ça, sans le réentraîner. Je ne peux pas vous garantir que ça va forcément marcher sur votre problème si les objets sont complètement différents, etc. Mais on a au moins des exemples de notre expérience à nous où le système a été capable de généraliser et de traquer des objets qu'il n'avait jamais vus avant. Donc, c'est quelque chose à tester. Notre code vous permettra aussi de réentraîner le système si vous avez votre propre base d'objets que vous voulez traquer dans des vidéos, qui va vous permettre de fine-tuner le système. Il a déjà été pré-entraîné sur cette grosse base de données de tracking d'objets. Donc, vous pouvez le fine-tuner sur votre dataset. Et je mettrai ma main à couper que si vous faites ça bien, le système va marcher très, très bien. OK. Je crois qu'on est proche de la fin. La dernière chose qu'on voulait vous présenter avec Sabine, et je vais laisser parler Sabine, c'est donc un nouveau repo de GitHub qu'on est en train d'ouvrir. Donc, c'est encore en développement et
justement, on aimerait beaucoup avoir votre feedback. Donc, c'est un repo qui devrait permettre aux gens de pas juste utiliser des architectures qu'on a développées, comme je vous ai montré au cours de cette présentation, mais de vraiment utiliser nos modules, HGRU, FGRU, etc., de les plugger dans votre propre architecture et de développer de nouvelles architectures qui incorporent ces mécanismes de connexion récurrente. Donc, je clique dessus. Oui, OK, donc, oups, c'est pas bien passé. Ah oui, puis je vais peut-être vous mettre le… c'est bon, c'est ça. Ah, c'est ça, OK. Ok, donc là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir accès aux architectures qu'on vous a présentées et que vous les intégriez dans vos modèles, soit comme on l'a fait pour le tracking ou pour la segmentation en fin de modèle de transformer ou simplement pour une autre tâche. L'utilisation est vraiment très simple, hein, c'est comme n'importe quelle librairie, un pip install qui permet d'avoir accès à la librairie et un appel au modèle. Donc, il y a 3 paramètres à fixer obligatoirement. Ça va être, vu que c'est quand même il y a des convolutions qui sont effectuées, il faut pouvoir donner la dimension. Donc, la dimension d'entrée, la dimension interne et la taille des kernels. Ce qui fait que du coup, on a vraiment des architectures qui sont très proches de celles qui sont utilisées dans la vision, qui devraient ressembler à ce que vous connaissez. Donc, ce sont des convolutions, des paddings, des normalisations. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment quelque chose qui peut s'intégrer très, très facilement. Il suffit d'ajouter du downsampling avant pour adapter la dimension des images aux dimensions internes des états. Des couches de linéarisation après, s'il faut faire la classification ou d'autres convolutions à la fin pour la segmentation. Mais c'est vraiment des outils qui sont très simples à utiliser et très simples à prendre en main. Juste un appel à la fonction vous permet de le faire. Il y a des paramètres en plus que vous pouvez utiliser, donc oui ou non utiliser une batch norm, les valeurs de certains paramètres à fixer, mais normalement celles qui sont mises par défaut fonctionnent sans qu'il y ait besoin de les changer. Si vous voulez une idée d'utilisation de ces modèles, moi particulièrement je travaillais sur de la classification avec. Ça permet ça marche tout aussi bien que des modèles feed-forward en fonction des techniques d'entraînement. C'est vraiment des choses qu'on peut utiliser aussi avec différentes méthodes. Donc, on a parlé de CRBP, ça s'entraîne très bien avec CRBP aussi, ça s'intègre à toute sorte d'architecture. Les méthodes adjointes, là, une nouvelle méthode qui a été publiée en 2018, qui s'inspire de la théorie du contrôle et des équations différentielles ordinaires. Pareil, donc tous ces modèles sont entraînables et utilisables avec toutes les méthodes, pour toutes les tâches et pour toutes les architectures. Donc, Et donc, Sabine, tu es en train de travailler sur une version, sur une librairie qui va permettre potentiellement d'avoir accès à tout un tas de ces méthodes, que ce soit des méthodes adjointes, différentes façons d'entraîner avec backprop through time, recurrent backprop, contractive recurrent backprop, etc. Et donc, si on s'apprête dans les semaines à venir ou les mois à venir à rendre public notre code, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à prendre contact et on peut rendre public notre code plus tôt, s'il y a de l'intérêt. Essayez de faire une espèce d'inventaire par tâche et par méthode, en fait, pour ces modèles. Très bien. OK, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà, on voulait vous donner quelques ressources additionnelles. Toutes nos publis sont sur le site web, sur lequel vous aurez accès quand vous aurez la présentation. Je pense que si vous cherchez dans Google Serlab, ça ne devrait pas y avoir de problème, vous devriez trouver. Si vous avez une question, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, thomas@point.edu. Vous pouvez aussi envoyer un email à Sabine. Si on ne connaît pas la réponse, on fera en sorte de vous aiguiller vers les bonnes personnes. Dernière chose que je voulais dire, un étudiant de la chaire, Thomas Fell, qui fait partie de l'équipe de Deal ici, qui est très, très active à l'intérieur d'Anity, a développé une toolbox qui s'appelle Explique pour implémenter en fait, pratiquement toutes les méthodes d'explainabilité actuelles. Je sais que Thomas a donné quelques workshops dans le contexte de Deal.
il n'a jamais fait de focus technique, mais il est volontaire. Encore une fois, s'il y a un intérêt dans l'audience, faites-le nous savoir et il est très partant pour faire une démo de sa toolbox, qui est encore une fois potentiellement la toolbox la plus complète pour les méthodes d'explicabilité. C'est tout ce qu'on a à vous proposer. On est presque à la fin de l'heure. On est ravis de prendre vos questions si vous en avez. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Il y en a une là sur quel est l'impact sur le temps de calcul? Donc, évidemment, donc, ça va ralentir un peu. Donc, ce qui se passe en général, c'est qu'on prend un réseau feed-forward et on va rajouter nos modules récurrents à l'intérieur ou au-dessus du réseau feed-forward. Et donc, du coup, évidemment, quand on simule, donc si on a un réseau récurrent qui va itérer, je ne sais pas, 50 fois, par exemple, ça va être équivalent à faire tourner à avoir 50 feed-forward pass. Donc, évidemment, ça va ralentir les temps de calcul. Par contre, à l'heure actuelle, ces architectures, que ce soit du type ResNet 50-150, elles sont déjà tellement optimisées avec l'inférence est déjà tellement rapide sur les GPU modernes que je pense qu'on est quand même en temps réel avec nos réseaux récurrents. Donc, il y a un coût réel qui va être proportionnel au nombre de pas de temps, mais en pratique, ça n'a pas été une limitation pour nous. Le problème qui est plus significatif, je pense, c'est au niveau entraînement. C'est qu'effectivement, ces réseaux récurrents sont difficiles à entraîner. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas plus populaires en vision par ordinateur. C'est exactement le type de travaux qu'on fait, c'est vraiment développer de nouveaux outils pour les entraîner, pour qu'ils s'entraînent plus facilement, de manière plus efficace. Évidemment, c'est un thème de recherche qui est très actif, donc il reste pas mal de choses à faire. Donc effectivement, c'est un peu plus lent à entraîner, mais bon, voilà. Les bénéfices sont certains, qui est en fait d'avoir des systèmes plus robustes, qui généralisent mieux, etc., etc. Une question, Thomas et Sabine. Les FGRU, ils représentent le module pour les connexions top-down, c'est ça? Oui, je me suis rendu compte que j'ai oublié de définir ces deux termes. Alors, en fait, on a commencé avec des connexions horizontales. Donc, notre premier module, on l'a appelé EdgeGRU comme Horizontal Gated Recurrent Unit. Et ensuite, on a réutilisé les mêmes connexions, mais pour les implémenter en top-down. Donc, du coup, on a un peu changé le nom. Parce que donc il y a des connexions horizontales et des connexions top-down, et du coup on a renommé le module, on l'appelle FGRU comme Feedback Gated Recurrent Unit, qui est plus général. Il y a une forme de feedback, c'est horizontal, l'autre forme c'est top-down, mais oui, c'est plus ou moins on a renommé le module. Oui, très bonne question. Je vais reprendre la main, peut-être que vous pouvez couper votre micro. Oui. Alors Thomas et Sabine, moi j'ai envie de dire un grand merci. Personnellement, j'ai trouvé la présentation assez fascinante. Il y a des progrès énormes que l'on voit, en tout cas et on est sûr que vous allez continuer dans ce sens-là, n'est-ce pas? Vous avez vu que ça, c'est utilisable en fait, hein, donc Thomas et Sabine vous ont donné les liens pour avoir des compléments et des explications. Donc, moi, je vous incite en fait à suivre l'actualité parce que nul doute que, comment dirais-je, vous allez nous sortir de nouvelles choses dans les mois qui viennent. Hein. La recherche continue. Tu mentionnais, Thomas explique, en fait, c'est typiquement un des prochains focus techniques qu'on envisage de faire. Donc, nous sommes évidemment les uns et les autres qui avaient participé à ce focus technique absolument à votre écoute pour avoir vos feedbacks. Hein, ça nous aide. Est-ce que voilà, c'était utile, intéressant est-ce que vous aimeriez en avoir d'autres? Hein, il y a d'autres sujets, bien sûr, qui sont en préparation. Est-ce que le format vous convient, le moment, enfin, etc. Toute remarque est la bonne. Nous avons eu donc le plaisir d'avoir cette présentation de Thomas et Sabine. J'ai envie de dire que pour pas les payer, mais je ne trouve pas d'autres termes,
Ils vous ont plusieurs fois dit qu'en fait, ils sont attentifs à vos retours. Je pense que c'est ça qui va vous nourrir aussi, en fait. Donc, surtout, si vous utilisez ces plateformes, je vous invite fortement et je vous enjoins à faire des retours. Indiquez-le, nous l'avons utilisé, voilà ce qui a bien marché, voilà ce qui nous a plu, voilà ce qu'on aimerait. C'est ça aussi qui nourrit la recherche, hein. On cherche à faire en sorte, vous l'avez compris, que tout ce qui est produit serve en fait à vous en fait, hein, et au milieu économique, et puis que ça permet de pouvoir développer des applications. Encore une fois, Thomas et Sabine, un grand merci. Merci à chacun et chacune de votre audition et merci pour vos retours. Nous terminons ce webinaire.